Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ce ne sont pas les révolutions qui mènent à la violence, mais la réaction qui tente de les empêcher de se réaliser, de les dévoyer, de les infiltrer, de les pervertir, de les contrer. John Kennedy avait dit, je le cite, « Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable. » Fin de citation. La réaction ou la contre-révolution est un phénomène inhérent à la révolution, comme l'est l'ombre à la lumière, le parasite à la vie. Et nous ne connaissons pas dans l'histoire de l'humanité une révolution populaire qui n'ait pas été immédiatement suivie d'une contre-révolution. Et c'est exactement ce qui est arrivé au Hirak. Malgré une mobilisation populaire jamais observée en Algérie, dans toute son histoire, des manifestations pacifiques, magnifiquement pacifiques, dans tout le pays, par millions, où les Algériens et les Algériennes marchaient côte à côte, avec de mêmes slogans, une même revendication, et dans un ordre irréprochable, malgré l'absence d'une quelconque coordination, d'un quelconque leadership, de quelconque mot d'ordre. Tout aussitôt, dès les premiers jours, les premières voix de la réaction ont tenté de jeter le doute au sein de l'opinion publique, et tout particulièrement parmi les hésitants, pour les empêcher de rejoindre le formidable sursaut populaire. Elles affirmaient mielleusement, ces voix, qu'un tel mouvement ne pouvait être spontané, que c'était totalement exclu, qu'il n'était pas possible que 20 millions d'Algériens puissent ainsi, du jour au lendemain, sortir aussi spontanément, sans être canalisés, voire menés comme un troupeau. L'explication allait de soi, pourtant. Ces millions de citoyens n'avaient pas eu besoin de meneurs et encore moins d'une quelconque feuille de route, tout simplement, parce que leur première revendication était une réponse spontanée à une agression intolérable, quasiment un réflexe inconditionné. Elle avait été littéralement épidermique. Les Algériens se sont hérissés et dressés comme un seul homme parce que le régime, dans son aveuglement, s'était obstiné à vouloir imposer coûte que coûte un 5e mandat à un grabataire qui était incapable de se rappeler son propre nom et qui n'était que la façade trompeuse depuis des années déjà d'une mafiocratie qui régnait en ces noms et lieux. Le reste des revendications allait venir après, en marchant, si je peux dire, dans la foulée des manifestations. Et ces revendications aussi n'avaient pas eu besoin de mots d'ordre ou d'un quelconque leadership, puisqu'elles aussi allaient de soi, puisqu'elles exprimaient les plus belles aspirations de tout un peuple, trop longtemps étouffé par plus d'un demi-siècle d'oppression et de violence. Des aspirations naturelles, qui n'avaient même pas besoin d'être pensées, puisqu'elles étaient le fruit naturel d'un rêve collectif, de la même manière que le sein de la nourrice s'emplit de lait quand le bébé a besoin de se sustenter. Ça se fait tout seul. Il ne fallait pas plus pour que les réseaux sociaux et une chaîne de télévision libre, devenus d'immenses agoras pour tout un peuple, pour que celui-ci puisse enfin se retrouver, pour qu'il puisse se parler et crier à l'unisson et ensemble et tous en même temps,
sa volonté d'une vraie démocratie, d'une vraie indépendance, d'un État de droit, où seront consacrées une vraie constitution, de vraies institutions, où la fraude électorale n'aura plus droit de citer, où les chefs de l'armée ne seront plus les maîtres incontestés du pays, où la séparation des pouvoirs ne sera pas une vaine formulation, où les valeurs de la société ne seront plus ces turpitudes qui trônent depuis l'indépendance sur les frontons des institutions et sur les minarets des mosquées. Il ne fallut pas plus pour que les réseaux sociaux et Al-Magharibiya, pour la citer, soient stigmatisés par les Baltajiya, par les relais du régime, traités de tous les noms, accusés de trahison et de haute trahison, de mercenariat. Mais il ne fallut pas de longtemps aussi pour que d'autres voix menteuses rejoignent les premières en grand nombre pour semer encore plus de doutes, de suspicions, pour faire peur, faire craindre une guerre civile, agiter l'épouvantail de la main étrangère, de l'intervention de l'OTAN, pointer l'index sur les révolutionnaires les plus visibles pour les qualifier de traîtres à la nation, de mercenaires qui ne rêvent que de syrianiser et de libyaniser le pays. Des mots à la mode, des verbes qu'ils ont créés, syrianiser, libyaniser. Passé les premiers moments de stupeur, le régime a commencé par tenter de surfer sur la vague de la révolution, pour en prendre le contrôle, rien que ça. Et même pour se l'accaparer, de la même manière qu'il l'avait déjà fait, juste après la guerre de libération. De la même manière qu'il avait fait pour pouvoir remplacer le colonialisme au pied levé, après avoir éliminé presque tous les vrais révolutionnaires d'une manière ou d'une autre, par la violence ou la corruption. Il a essayé, ce régime, de recourir aux mêmes méthodes éculées, allant jusqu'à affirmer qu'il accompagnerait le Hirak, qu'il le protégerait, dans le même temps qu'il faisait tout pour le briser. Puis, il a fait comme si c'était lui qui avait décidé de mettre fin à ce projet du 5e mandat. Puis, du jour au lendemain, il se transforma en sauveur d'une chimérique vraie république, déjà devenue 2e république, contre le champion, contre la mafia, la Isaba, comme il dit. En fait, la Isaba était constituée de ses propres comparses, ses propres associés, ses propres clientèles, qu'il jeta en masse en prison. Mais comme tout cela ne faisait qu'amplifier le mouvement populaire, alors le régime a eu recours à une vraie contre-révolution. Une stratégie réactionnaire s'est mise en branle. D'abord, en essayant de décapiter la révolution, alors que la vraie tête de celle-ci était le peuple tout entier. Un peuple qui refusait de se doter d'une direction pour des raisons superbement objectives. Entre autres, pour éviter justement de donner une tête à couper, une tête à décapiter. Mais le régime n'en avait cure. Il avait repéré les plus visibles, les plus actifs, les plus estimés parmi les révolutionnaires. Et il s'est servi de sa justice servile pour les jeter en prison. Et il s'est servi de sa police, de sa gendarmerie pour les harceler, de ses relais de Baltajiya pour attaquer les femmes qui manifestaient. Et il aurait bien voulu donner la troupe s'il le pouvait, mais il savait que cette fois-ci, il n'en avait pas les moyens, parce que l'armée avait clairement fait savoir qu'elle ne tirerait pas sur le peuple, qu'une majorité d'officiers était de cœur avec la révolution. Alors, il a mis toutes ses forces et beaucoup de moyens et beaucoup d'argent en ces temps de crise dans les relais mercenaires qu'il achète et qu'il achetait en bon argent et en privilèges de toutes sortes, et même en promesses mirifiques
pour semer la discorde entre les Algériens. Toutes les sensibilités et toutes les susceptibilités ont été exploitées, exacerbées, attisées, qu'elles soient identitaires, idéologiques, régionales, claniques. Attaques en règle contre les Kabyles, qui ont été traités de zouaves, de séparatistes et de qualificatifs parmi les pires. La Kabylie a été le cœur de cible de la contre-révolution, parce que c'est la région la plus contestataire, la plus frondeuse. Mais, peine perdue. Ni les Kabyles, ni ceux que le régime tentait de dresser contre eux ne sont tombés dans le traquenard. Alors, les fossoyeurs ont tenté de creuser d'autres choses-trappes, d'autres clivages, tout particulièrement celui de l'islamisme. Les membres de la véritable opposition qui avaient rejoint la révolution ont tous été accusés de rouler pour des puissances étrangères en échange d'argent. La chaîne Al-Magharibiya, qui avait joué un rôle de rassembleur et dont les principaux leitmotivs étaient Selmiya, Selmiya, Khawa, Khawa, a subi une attaque en règle. Ces journalistes ont été traînés dans la boue. Une puissance étrangère a été sollicitée pour la fermer. Et elle l'a fermée. Les réseaux sociaux ont été infestés de milliers de trolls. Les fameux doubab, pour tenter de parasiter cette formidable agora et la désorienter. Des hackers, basés dans certains pays du Golfe, ils font un travail de sape à peine imaginable. Les connexions Internet sont délibérément et laborieusement réduites, comme quelqu'un qui ferme un robinet pour ne le laisser couler qu'au compte-gouttes, goutte à goutte. En somme, la contre-révolution est en marche. Et si elle ne marque pas encore de points, elle montre déjà qu'elle ne reculera devant rien, pas même devant le risque de faire dévier la révolution en émeute violente. Et la pandémie du Covid-19 n'est pas une moindre aubaine pour cette mafiocratie. ونمشي معاك يا جزاير يا الغالية عالحرية عهدناك بيني وبينك كاين حكايات بيني وبينك حكاية وحكايات بيني وبينك كلمة زي الأبيات قرينا من اللي فات والضوء اللي طفى الحقرة والظلم أنا زادوا فيه يجي فينك يا الباس فين قوالك يا الباجي عندي خويا في الحبس وانا خويا مقاجي يا حفيد يا ستار حن علينا وفاجي الحقرة والظلم انا زادوا فيه يجي فينك يا معطوب فين قوالك يا الباجي عندي اختي في الحبس وانا خويا مقاجي يا حفيظ يا ستار حن علينا وفاجي يا تاير عارفة شحال هواك يا تاير عارفة شحال هواك يا الغالية سلمية ونمشي معاك يا تاير يا الغالية عالحرية عهدناك يا تاير عارفة شحال هواك يا تاير عارفة شحال هواك يا الغالية سلمية ونمشي معاك يا تاير يا الغالية عالحرية عهدناك. Algérie, la contre-révolution à bout portant. C'est le titre
de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Brahim Younsi, cadre MDA de 82 à 88, qui sera avec nous depuis Paris. Mohamed Khelfaoui, ancien cadre du DRS, ancien officier supérieur de l'armée algérienne, qui sera avec nous en Skype depuis Alger. Abdelaziz Oueldali, cadre consultant en formation, qui sera avec nous en Skype depuis Paris. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau et pour traiter d'un sujet très lourd. Oui, en effet. Mais qu'est-ce qui a fait que la contre-révolution a été présente dès le premier jour du Hirak, en fait. Mais qu'est-ce qui a fait que l'accélération se fasse maintenant? Est-ce à cause du corona, de cette aubaine, ou est-ce parce que le régime se sent menacé, ou est-ce parce qu'il s'est réorganisé, qu'il s'est doté de nouveaux moyens? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est tout cela à la fois. C'est tout cela à la fois. Mais je crois que nous en avions très brièvement parlé de cela il y a quelques semaines avec vous, je crois, que cette réaction, cette contre-révolution intervient parce qu'elle voit que le lien national, la cohésion nationale se renforce. Moi, je pense que cette contre-révolution, ou cette tentative, plus justement, me semble-t-il, de contre-révolution, n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Parce que la cohésion nationale se renforce. Parce qu'il y a la pandémie et qu'il y a une suspension des manifestations et de la révolution, que la contre-révolution a investi les réseaux sociaux, et cela nous paraît être une rébellion, si j'ose dire, contre la révolution. Vous savez, on sent tout simplement de la haine dans les propos de ceux qui sont là pour dénoncer, soit, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, les Kabyles, soit ceux qui aujourd'hui interviennent pour reprendre le champ de la confrontation des années 90 en accusant de nouveau l'islamisme de vouloir s'accaparer la révolution. Alors que nous savons tous aujourd'hui, et ceux qui sont étiquetés islamistes ou islamisants, ou ceux qui sont dans les principes de l'islam, de la déclaration de novembre, sont dans la raison démocratique. La conscience de ceux qui sont pour un projet musulman, islamique, sont dans la raison. Mais Brahim Younsi, le plus étonnant et qui a interpellé un peu tout le monde, c'est que ces voix qui sont en train de se lever pour attaquer quiconque a un quelconque lien avec l'islamisme, qui sont en train de faire un autre procès d'intention, que ces islamistes veulent prendre le contrôle du Hirak, etc. Mais dans la réalité, depuis que le Hirak a commencé, on n'a jamais entendu un seul islamiste mettre son idéologie au devant de la scène ou dans son discours. Vous savez, la seule idéologie que je vois, et je crois que les prochains intervenants confirmeront cela, mais la seule idéologie que je vois, qui existe, effectivement depuis au moins le 22 février 2019, c'est l'idéologie de la fraternité. Je ne vois que ça, que le renforcement de l'idéologie de la fraternité. Il n'y a pas d'autre révolution aujourd'hui, depuis le 22 février 2019, que l'idéologie de la fraternité. Et évidemment aussi l'égalité qui est en surface de cette révolution, qui s'affirme aujourd'hui, les Algériens, en conscience aussi, en préconscience, que tous les Algériens sont égaux dans un État qui
qui accorde des droits à tous et à chacun. Cette révolution est toujours celle du 22 février. La cohésion nationale, contrairement à ce que certains pensent ou à ce que certains croient pouvoir lui faire, c'est-à-dire lui changer de trajectoire, cette révolution reste dans le droit fil de ce qui a été commencé le 22 février. Cette révolution, et beaucoup le disent, et vous-même vous le dites très souvent d'ailleurs, c'est que cette révolution ira à sa destination, et sa destination dernière, c'est celle du changement ou des changements du changement démocratique, du changement démocratique, ni islamique, ni un changement démocratique. Absolument. La majorité du peuple algérien est dans la raison démocratique. Il est dans cet espace des raisons dont j'ai souvent parlé. Aussi, le peuple algérien, c'est que il reste en tout cas dans ce que l'on appelle le champ du possible. Il croit encore qu'il y a un champ du possible, et c'est la perturbation, et cette perturbation ou cette contre-révolution marginale, c'est une contre-révolution latérale. Ben justement, nous allons en parler tout à l'heure, nous allons essayer de décortiquer un peu la nature de cette contre-révolution. Mohamed Khelfaoui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, si jamais. Alors, Mohamed Khelfaoui, d'abord, une question toute simple. Est-ce que vous croyez, vous, en tant qu'ex-officier supérieur de l'armée algérienne, spécialiste du renseignement, est-ce que vous pensez que nous avons affaire à une véritable contre-révolution, une dynamique réellement réactionnaire? Bismillah. Chouf, si Jamal, le terme de contre-révolution, je pense qu'il est inadapté parce qu'il s'agit là d'un mouvement populaire qui revendique quelque chose, qui revendique donc une autre manière de gestion du pays, étant donné ce qui s'est passé pendant 20 années déjà, le président Abdelaziz Bouteflika, pour le citer, et même avec les autres, parce qu'il y a eu d'autres mouvements populaires, même s'ils étaient restreints ou limités dans l'espace et dans le temps d'ailleurs aussi. Cette sortie populaire, cette manifestation populaire, révolution populaire, si l'on veut, oui, elle n'a pas connu une contre-révolution, mais une réaction du pouvoir. Le pouvoir ne fait pas de contre-révolution, il réagit. Pourquoi justement il a réagi? Parce que c'est là où on peut dire qu'on s'est étonné un petit peu, parce que lorsque les gens sont sortis, nos jeunes Algériens sont sortis, ils ont revendiqué des choses tout à fait légales et dans le cadre de la Constitution. D'ailleurs, c'était des marches silmiya, etc., très pacifiques. Et le grand étonnement était venu là, comme si le pouvoir voyait au mouvement de son peuple un défi ou un rejet de son pouvoir. C'est ce système-là avait compris que le peuple le rejetait. En fait, le peuple l'appelait, c'est le feedback qu'il lui donne après avoir supporté ce qu'il a supporté pendant 20 années, ou peut-être depuis l'indépendance, pour certaines générations, sachant que le Hirak, il avait englobé toutes les générations, du grand-père au père, au fils, au petit-fils, même on a vu même certains enfants, vraiment enfants, qui étaient dans la rue. D'où l'étonnement et d'où la surprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour justement contrer ces revendications? D'abord, il a commencé par les limiter. À la première journée, vous avez revendiqué le départ du président et il est parti. Donc, on a répondu. Il a fait donc l'impasse sur le reste. Et c'est le reste justement où le peuple demande à participer à la gestion, à contrôler la gestion du pays, vu ce qui s'est passé. C'est comme si le pouvoir avait montré, d'une certaine manière aussi là, qu'il n'était pas capable ou
qu'il avait laissé les choses faire, d'où les 701 kilos de cocaïne, certains très hauts cadres de la nation qui ont fait ce qu'ils ont pu ou ce qu'ils ont voulu faire des biens de ce peuple. Certains ministres qui sont encore en France, une certaine trahison par ailleurs, tel que je me rappelle le personnage qui était en prison, qui se trouve donc à la tête du poumon économique du pays, son attaque. Et donc le peuple a fait un appel au pouvoir pour lui dire nous sommes maintenant là et nous allons t'aider, nous allons participer et nous proposons des solutions. En lieu et place des solutions qu'il aurait pu étudier en organisant une rencontre nationale, un débat national autour des revendications et de la crise. Malheureusement, il a mobilisé donc toutes ses forces, toutes les forces du système, c'est-à-dire toutes les forces de sécurité, y compris la justice, et pour faire taire, intimider toutes les catégories, aussi bien les journalistes que les anciens combattants de l'ALN, que les officiers à la retraite, dont le tort, ou le seul tort, était d'avoir cru qu'ils pouvaient contribuer à la recherche de cette solution, soit en se présentant au présidentiel. Le meilleur exemple est justement celui du général-major, de l'ex-général-major Ali Rderi, qui s'est présenté à l'élection présidentielle contre l'avis et contre même la sommation de l'état-major, et qui aujourd'hui est en prison pour cette raison, mais qu'en plus de l'accuser, de le mettre en prison, il a été accusé de choses absolument infâmes. Ce sont des accusations très diffamatoires, très infamantes. Pour le cas précis de Ali Rderi, général-major à la retraite, ce qui est plus ou moins inacceptable à rejeter ou à la limite qui peut peut-être le révolter, c'est qu'il a été accusé de, je ne sais pas, de signature ou je ne sais quoi, et il est rentré en prison à Dar el-Bayda. Ensuite, ce chef d'accusation est tombé. Alors dites-moi pourquoi je suis en prison. Ensuite, on lui a collé, très grave accusation, l'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire donc un espionnage économique, lui qui n'a rien à voir avec ça. Et ensuite, ce chef d'accusation est tombé. Alors pourquoi je suis en prison? Expliquez-moi, parce que s'il y a un dossier dans lequel j'ai trafiqué ou dans lequel j'ai comploté avec l'extérieur, c'est qu'il y a des services, des gens spécialisés qui ont fait un dossier, qui vous l'ont présenté, et sur la base de ce dossier, vous m'avez arrêté. Où est ce dossier? Parce que moi, je vais attaquer pour diffamation. La troisième, c'est la dernière accusation, c'est de toucher au moral de l'institution, de l'ANP. Ma foi, c'est quoi le moral? C'est quoi toucher au moral? Parce que le moral, il y a le moral d'une personne et il y a le moral du groupe. Alors là, lorsqu'on lit les papiers, on revoit ce qu'il a dit, même si ici et là, des choses qui s'adressent beaucoup plus à un électorat qu'à l'État, on ne voit pas de dérapage réellement dans ça, c'est-à-dire vouloir vraiment atteindre au moral de... Oui, mais avec tout ça, vous nous dites que ce n'est pas une contre-révolution, c'est juste une réaction, un régime qui met un candidat à la présidentielle en prison juste parce qu'il va dans le sens du Hirak, qui met des Hirakistes en prison, qui ferme des journaux, oui. Si Jamal, je ne dis pas c'est une réaction, c'est tout. Oui. C'est une réaction et tout le problème est là. C'est une réaction avec un R majuscule. Avec un R majuscule. Si c'était une contre-révolution, soit on va lutter. On va lutter. Il y a une masse qui veut ceci, une autre masse qui veut cela. Mais lorsque c'est le pouvoir lui-même qui voit en son peuple faire une révolution pour le détrôner ou là pour le rejeter, là ça devient méchant. Parce que
le pouvoir va chercher au contraire à unir le peuple. Maintenant, on peut se rassembler. Quand est-ce qu'on peut se rassembler? Lorsque nous avons des visions différentes sur les solutions. On ne s'entend pas sur les intérêts ou sur la solution apportée. Les visions divergent. Bon, mettons-nous autour de la même table pour essayer de converger vers un minimum ensemble. Mais le problème, Mohamed Khelfaoui, je vais vous donner un exemple. En Syrie, au début, quand ça a commencé, c'était le peuple qui était dans la rue, Selmiya, contre l'une des dictatures les plus atroces du siècle passé et du siècle actuel. Et c'était le peuple. Et puis d'un seul coup, la réaction ou la contre-révolution s'est ébranlée. Et du jour au lendemain, on a vu des islamistes égorgés dans la rue en se faisant filmer des femmes, des enfants, dans des scènes atroces et des vidéos qu'ils diffusaient à travers le monde entier. Et puis ils ont créé cet épouvantail islamiste. Et puis ils ont injecté des islamistes de service. Vous savez très bien comment on fait dans ce genre de choses. Et puis du jour au lendemain, ils ont fabriqué de Bachar el-Assad rempart contre l'islamisme, le sauveur de la modernité, de la République. Et aujourd'hui, la contre-révolution a eu quasiment le dessus. C'est elle qui, après avoir dévasté, bien sûr, le pays, l'avoir dévasté, saccagé à plus de 90%. Est-ce que la réaction, elle commence toujours par petit, elle commence toujours par un peu, mais ça, si on peut dire, c'est une contre-révolution en marche. Franchement, de comparer ce qui se passe en Syrie par ce qui a été tenté en Algérie, c'est quand même on est très loin de la chose. En Syrie, c'est un peu plus complexe. D'autres forces interviennent, d'autres intérêts. Le pays était en guerre avec un État voisin, un État. Nous, on ne le connaît pas comme État, avec le sionisme. C'est-à-dire que la situation en Syrie avant, pendant et après cette révolution sont totalement différentes. Et les Algériens, ce qu'ils demandent, ce n'est pas... ils ne s'adressent pas à des personnes, à des dictateurs ou à des dictatures ou à des hommes. Et ils s'adressent à un système. Dans le système, l'homme lui-même, comme dit, je ne sais plus, Hannah Arendt ou je ne sais plus quel philosophe de la question, la personne n'est pas ce qui nous importe. Boumediene est parti, Chadri est parti, tout le monde est parti, même Gaïd Salah est parti, mais le système est là. C'est ce système-là que le peuple s'est soulevé pour dire non, on ne peut plus gérer de cette manière. La solution est les problèmes, vous les avez vous-même, vous les connaissez mieux que nous. Les dossiers sont là, il n'est plus question d'hommes, vous avez choisi des hommes, voilà ce qu'ils ont donné. D'autres sont restés quand même égaux à eux-mêmes, sont restés fidèles, etc. Mais voici où on est arrivé au point où le président n'était plus président. Et on ne sait pas par quelle magie, c'est son frère qui faisait tout. Son frère qui faisait tout aux yeux et aux yeux de tous ceux qui l'entouraient, c'est-à-dire les responsables. Son frère est le chef d'état-major. Oui, tous ceux qui... Le duo Sadou-Gadou, comme on les appelait à l'époque. Mais tout le monde était là, et il les regardait, faisait, et au Sanna, on est arrivé au point où les Algériens, vous acceptez tout, vous allez accepter nos insultes. Et on commençait à nous insulter à travers la télé. La hashma, la ard, la aïlat, rami tfarjou fikum, des familles entières sont là, vous insultez le peuple. Non. La caravane passe, enfin, كلام شويه خارج الطريق, etc. وصل حتى قال نعدي ماتيماكم. سيدي رانا فامي تقولنا كيما هكا. وصلت donc l'Algérien, le jeune Algérien ou le vieux Algérien, le moujahid ou l'ancien officier, quel que soit son grade, lorsqu'ils sont sortis, c'est l'homme est parti, celui qui a insulté est parti. Mais voici un système qui va générer la même chose. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Avant de recevoir Abdelaziz Ouldali qui vient de nous rejoindre, nous allons montrer quelques titres de journaux de la presse occidentale qui, malgré l'absence ou le manque de couverture de la question de la révolution algérienne, n'en est pas moins très perspicace pour savoir que ce régime est en train de mettre le corona
au service de la contre-révolution pour empêcher le Hirak ou pour le briser. Regardez. Coronavirus. En Algérie, l'épidémie sert la répression. Le nouvel observateur. En Algérie, le pouvoir profite de la pandémie pour réprimer toute contestation et museler les médias. La Croix. Algérie, le pouvoir veut enterrer la contestation grâce au virus, selon des analystes. Radio France Internationale. Le régime algérien accusé de profiter de la crise sanitaire pour intimider les activistes. Mediapart. Le régime algérien profite du coronavirus pour réprimer de plus belle. Le Monde. En Algérie, le régime traque ses opposants sur Facebook. The Independent. How coronavirus crushed a revolution. Comment le virus du corona écrase la révolution. Pardon pour mon accent exécrable en anglais, de toute façon, moi, dans toutes les langues. Alors, Ould Ali Abdelaziz, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant en formation à Paris. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. J'arrive, Kimegolo Hagdaya, rapidement, donc je m'installe. Salutations aux invités, salutations Merci. à toutes les Algériennes et les Algériens sur les 1541 communes et partout dans la diaspora. Merci beaucoup. Alors, Abdelaziz Ould Ali, je suis tenté de vous poser la même question que celle que je viens de poser à Mohamed Khelfaoui. Est-ce que nous sommes face à une contre-révolution, juste une, comme nous l'a dit Mohamed Khelfaoui, à une réaction du régime? À votre avis, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça a tendance à s'exacerber, à s'aggraver, à s'amplifier? Certainement qu'il y a une contre-révolution. Quand il y a révolution, il y a contre-révolution. Donc, il faut savoir que peut-être que ma lecture, elle se fera dans un autre sens. Elle rejoint aussi tout ce qui a été dit parce que nous sommes tous en immersion dans ce qui se passe. On a les données politiques, on a les données sociales et une lecture posée nous pousse d'ailleurs à aller plus loin, c'est-à-dire à avancer dans notre Hirak. Toujours bœuf, silmi, hein. On est toujours obligé de rappeler ces principes quand c'est fixé, d'observer quelles que soient les considérations, et c'est pour aller vers l'unité sociopolitique. Donc je commence par poser ce jalon espéré, souhaité, et qui doit s'amorcer dès maintenant partout. C'est en fait le jalon numéro 1, parce que depuis le départ de Bouteflika, le pouvoir de fait avait toute l'attitude de poser les vrais jalons pour atteindre les objectifs de ce Hirak. Mais il ne le peut pas puisqu'il est contesté lui-même, puisque le pouvoir, le Hirak, le principal slogan du Hirak était Madaniya Mashi Askariya, et il était Tarhlouga. Donc comment aurait-il pu mettre des jalons en réponse aux aspirations du Hirak? Si Jamaldin, je rejoins, j'entends cela. Et l'idée, c'est que ce pouvoir, le Hirak Moubarak, donc il faut qu'on puisse exposer. Je rappelle juste qu'avant ce jalon 1, il faut toujours rappeler, on rappellera toujours cette exigence, le jalon 0. Et la balle est dans le camp de ce pouvoir de fait, la liberté à tous les détenus du Hirak, tous sans exception. C'est bien une exigence. Je rappelle aussi le contexte actuel du Covid, et je lancerai tout à l'heure les éléments qui renvoient sur Cotis, et nos concitoyens sur Biskra, El Oued, ou alors être à l'écoute de cet appel poignant du professeur du service endocrino, c'est le chef de service endocrino au CHU de Constantine, par rapport au Covid. Rana conscient de tout qui goûte Rana en immersion et politique et sociale, c'est le principal. Et d'ailleurs, tout est d'actualité pour réaliser l'unité sociopolitique.
pour l'explication, et ça rejoint un peu ce qui vient être dit par l'intervenant qui m'avait précédé, pour Mohamed Khelfaoui. Justement, il y a des raisons qui expliquent et qui motivent à dire dorénavant nous allons tous faire attention. Alhamdoulilah, j'ai pas l'habitude d'insulter, on s'invite tous à faire plus attention puisqu'on ne s'attaque pas à des personnes et on n'a pas à insulter, il faut qu'on soit respectueux. Ceux qui l'ont fait doivent cesser totalement, dès maintenant, pour le passé, c'est-à-dire depuis le 22 février 2019, mais là, justement, vous me donnez l'occasion de montrer les méthodes de ce régime qui recourt justement à l'insulte, et parfois à des insultes absolument inacceptables, intolérables. Et nous allons écouter l'ancien ministre de l'Intérieur, ce qu'il disait des hirakistes. Écoutez-le bien, c'est très violent, il y a même des mots un peu durs. Hein. Je tiens à avertir les familles. On l'écoute. الآن لحد الآن بقي هذا الفكر الاستعماري لدى البعض، وهذا الفكر الاستعماري يستعمل فيه بعض من أولادنا الجزائريين أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحد بعد واحد، فهم وقفوا صفا واحدا مع هذا الناس، فهم ليسوا منا ونحن ليس من نحن لسنا منهم. Abdelaziz Ould Ali, voilà, pour répondre à ce que vous disiez. Démarquant de cela, مش هكذا. ما نمشيولوش في لا لين. C'est par contre, je justifie juste, je me fais un peu à ma façon, en citoyen, pour la défense de tous ceux à qui on reproche d'avoir insulté. Il faut revenir au contexte. Chabi, quand il a subi une offense relevant de droits privés, avec tout ce qui a été fait pendant 20 ans et même avant, où ça va s'améliorer, ça va s'arranger. Non, avec une offense qui relève de droits privés. Et je fais témoigner les avocats, je fais témoigner tous les gens proches du droit. On prend ça avec les pincettes qu'il faut puisqu'on n'appelle pas à la violence. Mais l'essence même du droit fait que quand on a subi une offense qui relève de droits privés, il faut savoir ce que le droit donne à ceux qui subissent ce genre de dépassement. Donc ça atténue un peu par rapport à un citoyen qui fait une petite vidéo et dans son propos, il y a un mot maladroit. Mais il faut savoir que l'origine, c'est quoi? C'est cette offense de droit privé. Khlas. On s'engage tous. On s'engage tous. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir un débat raisonnable. Eh bien, restez avec nous. Je reviens à vous dans un petit moment pour essayer de voir justement, parce que vous êtes de ceux qui lancent un appel à l'apaisement, à la discussion. Brahim Younsi, contre-révolution, réaction, je ne sais pas pour ce qui vous concerne, pour moi c'est la même chose. Hein. Avant, nous disions ce sont des contre-révolutionnaires ou ce sont des réactionnaires. Hein. C'était un peu dans le vocabulaire, dans le lexique des révolutionnaires. Et donc, à votre avis, est-ce que vous êtes d'accord avec Mohamed Khelfaoui quand il dit, moi c'est ce que j'ai cru comprendre, que c'est un début de réaction, ce qui n'empêcherait pas que ça devienne plus grave. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout simplement une contre-révolution qui s'est mise en marche et qui commence, j'allais dire, en cadence, petit à petit, pour aller en s'amplifiant? Il y a, à l'évidence, il y a une révolution. Comme dirait Hugo à propos de la France, pour toute la terre, la France s'appelle révolution. Aujourd'hui, l'Algérie, pour le monde entier, s'appelle révolution. Et vous avez cité un certain nombre de titres qui reflètent l'idée de la révolution. S'il y a révolution, et il y a révolution en Algérie depuis le 22 février, il y a une contre-révolution. Sauf que, comme dans un certain nombre de contre-révolutions dans le monde,
cette révolution, cette contre-révolution est marginale, je le répète. Pourquoi cette contre-révolution aujourd'hui? Parce qu'il y a évidemment la pandémie, et le pouvoir profite de cette pandémie pour essayer de sortir de l'encerclement révolutionnaire. Et comme dirait, je prends l'image d'un livre, d'un titre de Katib Yassine, le pouvoir est un cadavre encerclé. Il est encerclé, c'est un cadavre. Le pouvoir illégitime est dans une situation cadavérique. Et en plus, il est encerclé par la révolution. Il essaye de desserrer l'étau qui l'enserre. Et c'est la raison pour laquelle il a engagé à la fois les médias qui sont entre ses mains, et la plupart entre ses mains. Il a engagé, et il faut et cela est remarquable, des acteurs ou des anciens acteurs des années 90 pour mettre en point de mire le même acteur, c'est-à-dire l'islamisme qui serait l'ogre qui viendrait manger la révolution. Ce sont exactement les mêmes acteurs qu'il a engagés pour intervenir sur le champ révolutionnaire. C'est une véritable contre-révolution, sauf que cette contre-révolution n'est pas la contre-révolution des années 30 en Espagne, mais elle est en situation d'échec, cette révolution. Parce que, je le répète, ce qui est remarquable dans la révolution du 22 février, c'est l'idéologie de la fraternité. Je crois que la fraternité a fait son chemin sur l'ensemble du territoire national. Moi, je veux me souvenir simplement de ce qui a été dit à Oran sur la Kabyle et ce qui a été dit en Kabylie sur les Mais Brahim Younsi, j'entends très bien ce que vous dites, je pense tout à fait comme vous. Mais on ne peut pas nier par contre que l'actuelle contre-révolution est en train de marquer des points, parce que ils ont réussi à semer la zizanie dans les réseaux sociaux en agitant cet épouvantail islamiste à qui ils ont fait encore une fois un procès d'intention. Le comble, c'est qu'ils ne reculent devant rien, même devant les pires mensonges, alors qu'on n'a pas entendu un seul islamiste faire le hirak au nom de sa mouvance. Alors quand on leur pose la question, ils vous disent « oui, ils ne l'ont pas fait, mais ils vont le faire ». Je vais vous donner un autre exemple. Maghreb Intelligence, c'est un journal en ligne dont on ne connaît pas les propriétaires ou ceux qui sont derrière, a publié un article signé Salhi Skandar sur le Magharibi à Paris. Alors on a essayé de savoir d'abord qui était ce journaliste, Salhi Skandar. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est un pseudonyme. C'est quelqu'un qui lance de très graves accusations, très mensongères. Quand on a voulu savoir qui c'est pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire, il n'existe pas et il paraît dans un journal, un monsieur qui n'existe pas, qui fait un article. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'El Magharibiya, par exemple, qu'elle est installée à Paris. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'El Magharibiya à Paris. Il y a une boîte de production, une petite boîte de production. El Magharibiya n'a pas été autorisée à travailler en France. Une petite boîte de production qui fait des programmes qu'elle vend à Al Magharibiya. Il dit Qatar a financé à hauteur de 2 millions Al Magharibiya. Si c'était le cas, comment l'a-t-il su? Et puis, est-ce que ça se pratique comme... Ça veut dire que c'est tellement gros, c'est tellement incroyable que ça passe quand même. Plus c'est gros et plus ça passe. Et il y a des gens qui sont... Alors, juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Une chaîne de télévision saoudienne reprend intégralement le contenu de ce journal signé par quelqu'un qui n'existe pas pour le relayer d'une façon encore plus tonitruante. Et ça passe, et ça fait des buzz sur les réseaux sociaux, alors que c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'en effet, cette contre-révolution ne représente presque rien en réalité dans le hirak, mais elle n'en marque pas moins des points, et elle n'en est pas moins dangereuse pour l'opinion publique. Vous savez, c'est vrai que c'est un furoncle
ça ne représente pas plus un furoncle, il faut le soigner. Mais nous sommes, me semble-t-il, j'ai peut-être tort, mais dans le virtuel. Moi, je regarde les réseaux sociaux comme un phénomène virtuel. Il y a de la virtualité, la réalité sur le terrain. La réalité, nous la connaissons. La réalité, c'est le peuple algérien qui a fait son unité. Et je crois qu'il faut beaucoup plus parler de ce qui est positif. Bien entendu qu'il faut jeter un regard sur ce furoncle qui est en train d'être percé finalement. Mais ce qui m'importe quant à moi, c'est ce qui a poussé à cette contre-révolution qui, je le répète, n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. C'est le fait que le pouvoir illégitime sait, et cela le lui fait extrêmement mal parce qu'il a fait beaucoup de tentatives vers le Hirak, comme disent certains, et cela n'a pas marché. C'est-à-dire que les conjonctions possibles avec lui n'existent pas. Il n'y a pas de conjonction possible. Il a trouvé des mercenaires, encore une fois, pour essayer de perturber. Mais ces perturbations, je le répète, sont marginales et latérales. Le cœur de la révolution est sain. Et c'est ça qu'il faut absolument voir vivre. Le cœur de la révolution bat et continue de battre à un rythme correct. La pandémie a mis en arrêt momentané cette révolution. Nous verrons quand le peuple sortira de l'ensemble des régions qui le font, quelle que soit la région. Moi, j'ai confiance dans cette révolution, j'ai confiance dans cette fraternité. Vous savez, plus d'un an de révolution, plus d'un an de liens étroits entre les Algériens. Les uns qui ne sont pas kabyles, qui portaient le drapeau berbère, et les autres qui reconnaissaient l'arabité de leurs compatriotes, etc., etc. C'est la fraternisation qui s'est faite, et cette fraternisation, je suis convaincu qu'elle est toujours présente, et ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est que du virtuel. D'ailleurs, ils sont tellement stupides, ceux qui mettent le venin dans les rangs, ou essayent de mettre le venin dans les rangs de cette révolution, essayent de porter atteinte à l'honorabilité, à la conscience de figure de cette révolution à l'intérieur et à l'extérieur. On a essayé de discréditer, de porter atteinte à des figures de cette révolution, et ça n'a pas réussi. Je crois que cette révolution, vous pensez qu'elle marque des points, je ne le crois surtout pas, je ne le crois pas du tout, parce que je suis, comme vous d'ailleurs, en contact avec un certain nombre de mes compatriotes en Algérie, et même de ma famille, qui, tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux leur passe par-dessus la tête. Ils ont en point de mire la chute. Et restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, vous qui vous intéressez beaucoup à l'actualité algérienne, qui analysez de façon très bonne, moi je trouve, les événements, est-ce que vous êtes d'accord avec Brahim Younsi quand il dit oui, mais ça se confine dans les réseaux sociaux, ça n'ira pas plus loin, que cette contre-révolution, demain, quand le confinement aura pris fin, que le Hirak reprendra, sera balayé comme un fétu de paille. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir a réagi, d'où la répression, vous en avez parlé. Il n'y a que le pouvoir qui peut faire cette action de répression. Le reste, c'est perturber, troubler, jouer un peu sur la crédibilité du mouvement,
parfois on a l'impression que c'est des robots qui répondent parce que les mots sont tellement c'est tellement vulgaire, c'est tellement bas, ça perd, ce n'est même pas, ça ne correspond même pas à l'événement. Donc là, c'est ce qu'on peut reprocher, parce que le pouvoir, il reste dans sa dignité de pouvoir, il reste dans sa dignité de responsable de la nation. Donc on s'éloigne normalement de ce genre de comportement. Par contre, il peut ouvrir des voies et parler. C'est pour ça que je dis que, si vous voulez dire contre-révolution, on va pas passer à la soirée sur ça, contre-révolution ou la réaction. L'important est que le mouvement populaire a revendiqué, a montré la voie, a montré aussi qu'il a atteint une maturité. Et on sollicite le pouvoir de tendre une oreille attentive à ses revendications, à ses propositions. Même pas, on va dire à ses propositions. Chose qui, jusque-là, on ne voit pas. Maintenant, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, il est quand même pas intéressant de l'analyser, mais il est intéressant de voir à quel niveau les tenants du pouvoir, ceux qui pensent qu'ils sont contestés, que le pouvoir est contesté, peuvent y aller. Alors que ce n'est uniquement que le système de gestion qui est mis en cause. Les hommes qui ont été mis en cause, ou là, les boucs émissaires, comme cela se fait dans toutes les révolutions, lorsque les pouvoirs sont bloqués, soit ils vont vers le statu quo, soit vers l'État providentiel en désignant des boucs émissaires, ou alors ils vont vers l'imagination, la recherche de solutions. Mais malheureusement, nous sommes là, loin de ce dernier procédé. Oui, mais Mohamed Khelvaoui, quand vous avez affaire à un pouvoir, rappelez-vous les premiers temps du Hirak, les hirakistes ne demandaient que la transition. Ça veut dire que les anciens partent, que les nouveaux arrivent. Contre les deux, il y a une période où il y a une passation de consignes, où il y a des pourparlers, des négociations. Le régime a répondu non. Il a organisé des élections contre la volonté populaire. Il a fait passer un président par la fraude électorale la plus massive depuis l'indépendance du pays. C'est le boycott massif le plus important jamais observé dans l'Algérie indépendante. Et aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent oui, il y a encore des possibilités de trouver un terrain d'entente. Ce régime semble être sourd et aveugle et suicidaire, y compris pour lui-même. Comment faire justement pour essayer de se trouver ce terrain d'entente où les Algériens pourraient se parler quel qu'il soit, de quelque bord il soit, justement? Oui. Le Hirak l'a montré, c'est possible. Qu'il est possible qu'on se rencontre tous autour d'un idéal commun, un destin partagé pour notre pays qui, lui, d'ailleurs, il échappe encore à ce qu'ont subi les républiques arabes qui se sont opposées donc, à la démarche des autres pays arabes vis-à-vis d'Israël. Et notre pays, là, il a besoin, le Hirak lui dit, nous sommes là pour, justement, ne plus être caporalisé, comme l'avait dit le président de la République, sur un journal L'Opinion, je crois. L'Algérie ne sera plus caporalisée. C'est quand même lourd comme terme, mais il faut le dire, caporalisé. Vous savez ce que c'est, on n'a pas besoin d'aller dans le détail. Ouais. Or, le Hirak, justement, propose ça. Nous sommes là, nous allons ensemble travailler à protéger le pays, protéger nos gouvernants contre ceux qui veulent les caporaliser. Et on espère, même là, est-ce que le président veut dire qu'il a compris, qu'il va aller ailleurs, qu'il va aller au-delà de tout ça? Je ne peux l'affirmer ni infirmer. Mais voilà que tout le monde, tout le pouvoir tourne pour une Algérie algérienne, pour une indépendance totale, pour une souveraineté, etc. Et le peuple vous dit, c'est comme ça que vous aurez la souveraineté. 58 ans, on n'a pas eu souveraineté, c'est un terme, quel est l'État qui est souverain en ce moment. Mais l'Algérie se situe dans une position géographique et en même temps historique qui peut mettre à mal on va dire sa stabilité. Et pour ce faire, pour répondre, ce n'est pas par les armes
et les armes, c'est une guerre qui va tout casser. Non, nous allons répondre par la sagesse populaire et la vision d'un pouvoir serein, d'un pouvoir sûr de lui, parce que bien assis, le peuple est là pour le soutenir. Nous souhaitons ça, c'est tout. C'est pas les hommes de monde, c'est pour le savoir. Mohamed Khelfaoui, je crois savoir que vous êtes féru de mathématiques, il me semble. Je suis de formation mathématicien. Voilà. Je suis ingénieur. Très bien. Alors si je vous disais 1 plus 1 égale 78, qu'est-ce que vous diriez? Je vous dirai sur quelle base? Eh ben, sur la base de l'absurde. De l'absurde. Parce que Mohamed Khelfaoui, tout le monde sait que président Tebboune, comme on dit président, a été élu sur la base d'une fraude. Il a été imposé aux Algériens. Il n'a pas été élu du tout. Et pourtant, ça n'empêche pas des gens comme vous, qui sont sensés, qui sont logiques, de dire de lui, Monsieur le Président, est-ce que parce qu'il faut accepter le fait accompli? Non, c'est pas accepter le fait accompli. Il est là, il est président. Il est là. Ben Salah était président, même s'il ne faisait pas cette fonction. Bouteflika a été chez lui sous traitement, mais il était président. Si vous voulez, c'est l'image. C'est pas le fait ou la force. Mais l'image est là. Il est le président. Moi, j'ai appelé ça le scrutin de la discorde, celui du 12-12. Le scrutin de la discorde. Je l'ai appelé comme ça. Bon. Mais si on veut parler, on veut avancer, qu'on ait un interlocuteur, il y a un pouvoir, qu'il soit légitime, pas légitime, il y a un pouvoir. On va lui demander d'aller vers une légitimité, d'autant plus qu'il en a besoin. Nous avons vécu 58 ans de légitimité révolutionnaire. Aujourd'hui, il faut chercher une autre légitimité. Le Hirak est là. Il offre sur un plateau d'argent la nouvelle légitimité. Et on va, parce que, aussi bien Tebboune que les autres, ils ne sont plus de ceux qui ont participé, pour ne pas dire de grandes phrases, qui ont participé à la guerre de libération. Ce n'est pas les anciens qui ont pris les armes contre le colonisateur. Donc ils ont besoin de passer à autre chose, tous, aussi bien lui que ceux qui sont dans les rangs de l'ANP, ou ceux qui sont dans les différents partis politiques, etc. Ils sont là. Alors, comment va-t-on réfléchir pour atteindre une autre légitimité qui va faire de la République algérienne celle dont nous rêvons? Et restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Alors, Abdelaziz Ouldali, comment faut-il faire pour actionner des mécanismes et des procédures pour, qu'on vient de le demander Mohamed Khelfaoui, pour mettre en place une vraie légitimité, un vrai pouvoir, pour pouvoir enfin nous parler au lieu de nous tirer dans les pattes les uns les autres, pour empêcher cette contre-révolution de s'installer et de faire des dégâts, à Dieu ne plaise, qui pourraient mener le pays pour l'humour. Si Mohamed, que je salue, donc vient du monde des mathématiques, j'en viens aussi avec les mathématiques de la décision, mais avec la pratique de l'aéronautique. Je dirais qu'entre vents et marées, nous devons garder le cap. Si Ibrahim, l'unité, la fraternité, c'est un fait, c'est une vérité. Parce que même dans la fratrie, parfois, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. J'insiste, je l'ai appelé jalon numéro 1, si Jamaldine, l'unité sociopolitique. Jalon numéro 1, c'est-à-dire ce que nous allons faire, ce que nous avons à pas formaliser d'une façon purement mateuse. Là, nous nous démarquons de ce pouvoir de fait. Et aussi, c'est une façon de faire avancer, de mettre tout le monde face à la vérité, par la transparence. Et que ce confort de non-changement, il a pour revenir au sujet principal d'aujourd'hui, la contre-révolution. Ce pouvoir veut quand même utiliser cette contre-révolution pour donner une importance pour avoir une part, au moins une partie de la population qui sera très réticente au changement, qui va se résigner, qui va dire non, ce changement ne peut pas se faire.
il faut savoir que ce pouvoir aussi, dans le cadre de cette contre-révolution, elle a un objectif, c'est se maintenir au pouvoir. Et c'est absurde, parce qu'ils savent qu'il faut qu'il y ait un changement. Donc cela est absurde. Par contre, il y a un troisième point de la contre-révolution qui consiste en l'utilisation des flux, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, parce que c'est Goulna, autant c'est la fratrie, autant il y a la diversité, c'est normal, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait démocratie, ceci dit entre parenthèses. Flux et turbulences qui sont observés, qui sont provoqués, qui sont amplifiés, qui sont exploités pour l'intérieur du Hirak. C'est-à-dire qu'avec conscience ou sans conscience, consciemment ou inconsciemment, dans le Hirak, on se retrouve retardé, freiné, donc il y a les vents et les marées, et ça présente des risques. On a le devoir de vérité et de transparence, il y a des risques. Si j'abonde dans le sens, pour être positif et rassuré, je dis, on n'est pas face à un danger pour que le Hirak s'arrête ou là que cette contre-révolution arrive à casser l'unité, celle de la fraternité que Ibrahim citait. Je parle maintenant de l'unité sociopolitique. Positivement, dans des échanges apaisés. Je dis bien, celle-là concerne les gens du Hirak, c'est-à-dire, je peux dire, on me contredira si on veut, le peuple qui est sorti ensemble un 22 février 2019 et je considère que depuis, il n'est pas rentré, il est en observation, il adapte avec conscience selon le contexte. Quand il y a le Covid, j'ai à Constantine, à Ghardaya, ailleurs. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux qui nous permettent de gagner beaucoup de temps. C'est une accélération de la révolution. S'il fallait être positif, je reviens toujours à certains principes immuables. Une révolution apporte toujours ses fruits, à condition qu'elle aille jusqu'au bout. Vous me direz, je n'ai rien dit, je ne parle que de logique. Mais cette révolution, c'est pas vérifiable dans tous les cas. La révolution espagnole, comme l'a rappelé Brahim Younsi tout à l'heure, a été vaincue par la contre-révolution espagnole, malheureusement. Et il en a résulté beaucoup de souffrances. Mais restez avec nous, oui. Brahim Younsi, avant de pardon, excusez-moi. J'allais dire, dans le sens de dire qu'une révolution gagne toujours, c'est que ce qu'on appellera ultérieurement, le sens de réussite, ça a pris beaucoup plus de temps, avec beaucoup d'épisodes, pour ensuite gagner. Ils ont basculé démocratiquement, c'est certain. D'accord. Alors, Brahim Younsi, avant de revenir à vous, nous allons regarder des photos de personnages. Regardez, je vais vous raconter quelque chose. Voyez ces photos. Ces photos, c'est pour parler de ces faux journalistes qui signent avec des pseudonymes en lançant de très graves accusations contre les uns et les autres. C'est un journal américain, le Daily Dist, a révélé cette histoire. Il a publié ces photos. Ce sont des photos qu'ont utilisées des pseudo-journalistes avec de faux noms. Et ils ont pris des photos sur le net de photos de gens qu'ils ne connaissent pas, ils se sont fait passer pour eux. Ils les ont légèrement photoshopés, arrangés pour qu'ils ne soient pas très reconnaissables. Et ils ont publié des articles très graves contre la Turquie, contre le Qatar. Ça veut dire c'est une opération menée par les Émiratis et les Saoudiens, pour vous dire. Hein. Et curieusement, justement, tous leurs articles, ils sont 17, ont été repris par ces chaînes émiraties et saoudiennes. C'était pour vous dire. Alors, je reviens à Brahim Younsi. Brahim Younsi, vous nous avez parlé du furoncle de cette contre-révolution. Moi, je suis tenté de vous dire que la contre-révolution est à la révolution ce que le furoncle est au volcan. Mais sinon, ceci dit, Brahim Younsi, il n'empêche que, je ne suis pas médecin, mais je sais qu'une infection peut dégénérer en surinfection, que des gens qui essayent de faire du mal, sans savoir eux-mêmes toute la portée de leur nuisance, peuvent donner le jour à des choses qu'ils n'ont même pas imaginées, qui peuvent
très gravement dégénéré. Et nous sommes sur une poudrière. Nous savons ce que ce régime a fait de nous, comment il nous a divisés, comment il a fait germer en notre cœur, en notre être collectif, en notre être profond, de la haine, de la détestation, de l'exécration, nous pour nous, les uns pour les autres. Est-ce que vous ne craignez pas, est-ce que vous êtes vraiment rassuré sur la suite des événements? Est-ce que vous ne pensez pas que cette contre-révolution qui est en train de faire feu de tout bois dans les réseaux sociaux, fort heureusement pour le moment, ne pourrait pas avoir des répercussions autrement plus graves sur la suite des événements? Je reprends votre mot de haine. Vous savez, le peuple, en tout cas, il a, de mon point de vue, toujours été vertueux, et il est aujourd'hui, depuis le 22, dans la vertu. Et comme dirait Victor Hugo, aucune vertu ne peut se loger dans la haine. Il n'y a aucune vertu dans la haine. Je suis très enthousiaste. Cette révolution est suspendue pour les raisons que chacun sait, mais elle continue. Les gens n'ont pas abandonné les principes de la révolution du 22 février. Je dois dire sincèrement que je n'ai pas compris le discours de M. Khalfaoui. Je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris où il veut en venir, où il veut nous mener. Parce que je suis convaincu, et le peuple le dit, j'allais dire quotidiennement, les Algériens le disent partout dans le monde, et singulièrement en Algérie, où c'est bien entendu l'écrasante majorité qui le scande. C'est qu'elle ne veut pas de ce régime. Elle ne veut pas changer simplement le système de gestion. Ce n'est pas un système de gestion. Ce régime-là, ces hommes-là, ces gens-là représentent la corruption et le pourrissement. Et si j'entends M. Khalfaoui, qui est mathématicien, il nous propose l'équation de fermeture. Pour parler comme les mathématiciens, je ne suis pas mathématicien. Et depuis un moment, effectivement, on voit avancer cette équation de fermeture. Je crois que la révolution depuis le 22 février, elle a ouvert un champ du possible. Et on veut effectivement fermer le champ du possible. Non, il n'y a pas, à me semble-t-il, le peuple ne veut pas simplement changer un système de gestion, il veut changer un non-système. Et je suis obligé de vous interrompre, Brahimi aussi, pardonnez-moi, vraiment, parce que nous arrivons à la fin de l'émission et je vais demander... Je comprends vos contraintes. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à Mohamed Khalfaoui et à Abdelaziz Ould Ali d'aller très vite, parce qu'il nous reste très très peu de temps. Mohamed Khalfaoui, vous souhaitez peut-être répondre à Brahimi aussi? Oui. Enfin, je ne sais pas ce qu'il n'a pas compris, parce qu'il a parlé, en appuyant bien les mots, des équations fermées, que j'avoue ne pas connaître, mais ça c'est autre chose. Il y a un processus qui est engagé par un mouvement populaire, pour lequel j'avais proposé, ça fait une année, ça fait exactement une année, 8 juillet passé, et j'avais dit que j'ai repris Lénine, qui dit que toute révolution, si elle n'a pas les moyens de se protéger ou de se défendre, ne vaut pas. Elle ne vaut que si elle a des moyens. Et j'avais donc fait un appel, et j'ai parlé avec beaucoup de personnes, que le Hirak doit s'organiser pour se protéger et durer en même temps. Donc ce que dit votre invité au Brahimi aussi. Monsieur aussi, pardon. Donc, je ne sais pas ce qu'il n'a pas compris. Il y a le processus que moi je vois et que je souhaite.
n'est pas celui qui voit. C'est-à-dire, c'est juste une question d'approche, moi, ce que j'ai compris. Vous êtes un peu dans la conciliation avec l'actuel régime. Non, pour essayer lui, il est plutôt... Écoutez, ouais. c'est Jamal. Non, moi, j'essaie de voir et la suite. Et la suite. Ouais. Oui, le peuple est sorti. Il a dit, il a payé ses pancartes, il s'est adressé au pouvoir. Il a dit stop, ça suffit. Alors, lorsqu'il parle, je dis le système, c'est en effet, c'est un système de gestion qui produit ces hommes, qui couvre ces hommes. Qui le permet de faire tout ça? C'est un système de statu quo, c'est un système qui vit d'une rente. Si on passe sur autre chose, c'est-à-dire la démocratisation de notre système de gestion, la démocratisation de la désignation des hommes qui nous représentent, etc., c'est le système en entier qui va changer. Et je me permets de vous interrompre aussi, malheureusement. Vous voulez un dernier mot? Allez-y, finissez votre phrase. Non, mais je souhaite, je le dis, il faut que le pouvoir prenne conscience que c'est tout un peuple qui a permis l'union. Nous sommes fondus les uns dans les autres. Il n'y a plus ni région, ni race, ni rien du tout. C'est sur cette base-là que le Hirak propose une autre légitimité. Merci. Je demande au Hirak une organisation. Sans son organisation, il ne peut pas. Il ne peut pas. On va le disloquer. Merci, Mohamed Khelvaoui. Merci. Alors, Abdelaziz Ould Ali, le mot de la fin, très vite, s'il vous plaît. Très vite, parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'éléments que je voulais dire, parce que la proposition d'être dans cette unité socio-politique, sur Révolution, je crois que parce que Brahim, il y a eu occasion, c'est Brahim, on a eu occasion d'en parler à plusieurs reprises. La Révolution, c'est si on est prêt à aller jusqu'au bout. Bisilmi, ça fait partie de notre stratégie. En revanche, c'est Jamaldine. أنا حبيت نجيك اليوم شوية en posture de politiste, non politologue, même si on est militant, pour parler plutôt justement de ce qui fait avancer par rapport à cette idée d'unité sociopolitique. Et à l'intention du pouvoir, peut-être il y a des inquiétudes. On est dans l'échange déjà, l'échange on est prêt à affronter la vérité dans la transparence. Est-ce qu'il y a un grand complot? Je n'y crois pas. Ou alors qu'il y a des complots au pluriel, oui. Donc ça fait partie de la contre-révolution et des coups bas multiples. Mais notre stratégie de Silmiya rendra vain ce genre de complot. Notre unité sociopolitique, qu'est-ce qu'elle va présenter comme avantage? C'est que ce pouvoir, quel que soit le qualificatif qu'on attribue, il n'aura pas les moyens de venir à bout d'une unité. Merci. Merci Abdelaziz Ould Ali, mais il faudrait un jour que vous reveniez pour nous expliquer ce qu'est que ce concept d'unité socio-politique. Personnellement, j'avoue ne pas avoir très bien compris. Brahim Younsi, merci beaucoup. Mohamed Khelvaoui, merci beaucoup. Abdelaziz Ould Ali, merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers amis, d'avoir suivi cette émission. Atekum Saha. Il faut rester vigilant, tout simplement. C'est tout simple. Nous avons affaire à un peuple qui essaye de se libérer d'un régime despotique et mafiocrate. C'est aussi simple que ça. Et curieusement, ceux qui le défendent, il y en a qui le défendent, ce sont eux que nous appelons la contre-révolution. Ce sont des moyens pour briser cette révolution, le Hirak, tout simplement pour permettre à cette mafiocratie de garder le régime. Et cette contre-révolution, elle ne va pas venir nous le dire comme ça. Non, 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 il faut laisser les mafiocrates se sucrer, continuer à se sustenter, à vampiriser le pays. Ils ne vont pas nous le dire comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils visent les hirakistes les plus visibles, les plus actifs, les plus utiles à la révolution pour les salir, ou sinon pour les mettre carrément en prison. Ils choisissent les médias, et moi personnellement, je n'en connais pas beaucoup de médias qui sont pour le Hirak, qui sont avec le Hirak, à part quelques titres
libres, écrits, ou qui sont des radios libres sur Internet, je n'en vois pas beaucoup. Moi, j'ai connu le Magharibi et maintenant je connais Oras TV. Excusez-moi de le dire comme ça, mais quand il faut se défendre, nous savons nous défendre. Et donc, ils vont venir vous dire, le Magharibi, elle veut تشعل النار في البلاد فلان وفلتان, c'est des agents de l'étranger, ils vont à Paris pour percevoir des sous de l'ambassade, je ne sais pas quelle ambassade, et donc c'est tout simple, ils insultent notre intelligence. Il faut juste prendre autre chose. Ils essaient de monter ceux qui se disent arabes contre ceux qui se disent berbères. Ils essayent de monter, d'agiter encore une fois l'épouvantail islamiste alors que jusqu'à présent on n'en a même pas entendu parler. Moi j'aurais préféré qu'ils viennent dire « Attendez les gars, nous on va prendre nos précautions, on n'accuse personne, hein, ni les islamistes ni quoi que ce soit. Mais nous on exige quelque chose, quoi, qu'on mette un cadre démocratique, un cadre démocratique où le seul souverain, le seul décideur, c'est le peuple algérien. C'est le peuple seul qui décidera. Et on mettra un cadre démocratique pour défendre, y compris les minorités. Parce que comme ça, la majorité toute seule, il y a des exceptions, il faut penser aux minorités. On mettra en place des systèmes pour que nul ne puisse violer la Constitution lorsqu'elle sera approuvée par une vraie assemblée constituante, pas par une clique aux ordres d'un fantoche. Et c'est tout. Donc c'est pas la peine de nous brouetter كما نقولوها بالعربيه كي لا تبروطني هذا مكان ويعطيكم الصحه وبقاو على خير يا دومان جيسبر ميرسي